Alors, que dire? Vidéo très inattendue, c'est le terme. Beaucoup vont sûrement se poser la question, est-ce que c'est un titre accrocheur? Non. Pas du tout. J'ai bien eu un bébé, j'ai un petit garçon, je suis maman, je suis mère. Vous allez sûrement vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? Enfin, depuis quand t'es enceinte? Quand est-ce que t'as accouché? Pourquoi est-ce qu'on n'a rien vu? Et bien en fait, j'ai fait le choix de tout dissimuler de A à Z, que ce soit ma grossesse, mon accouchement, etc. Bon, j'ai de la chance, ça se voyait pas sur mon visage, donc ça m'a facilité. J'ai vraiment tenu à ce que ça ne se sache pas tant que je n'ai pas accouché. Alors du coup, pour reprendre depuis le début, je suis tombée enceinte l'hiver dernier. J'ai tenu à dissimuler, du coup, comme je vous l'ai dit, mes 9 mois de grossesse. Je sais que vous allez pas m'en vouloir parce que vous êtes un minimum mature, mais en gros voilà, pour quand même me justifier un minimum, parce que c'est normal, je suis sur les réseaux sociaux, etc. Je sais que c'est le genre de contenu, tout ce qui est autour de la grossesse, des gender reveals, je sais que c'est le genre de contenu qui fait pas mal de buzz sur les réseaux. Je sais que j'aurais très bien pu en jouer et faire plein de contenu, machin et tout. C'est pas trop mon truc. J'aime bien regarder ça en fait sur les autres, j'aime trop regarder les gender reveals et tout, je trouve ça trop mignon, mais c'est pas mon truc d'en faire en fait et de l'exposer. Après bon, de toute façon vous avez l'habitude avec moi, j'ai toujours été un petit peu pudique entre guillemets sur ma vie personnelle, j'avais jamais abordé mon mariage, j'ai rien mis sur les réseaux sociaux, enfin voilà. Je pense que du coup vous êtes pas trop choqués, je tenais à vivre ce moment là pour moi et pas pour les réseaux, donc je me suis préservée, j'ai bien profité de ma grossesse, j'ai profité de chaque instant. Du coup maintenant que j'ai accouché, je peux enfin vous parler de tout ce qui concerne la grossesse, l'accouchement, le postpartum. Je vais tout réunir en une seule vidéo, ce sera beaucoup plus simple. Je vais avoir un discours qui est peut-être pas celui qu'on a l'habitude d'entendre sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce que dès que je suis tombée enceinte, en fait j'ai directement paniqué avec tout ce qu'on entend, tous les témoignages que j'avais de mes proches, que j'entendais sur les réseaux sociaux, etc. Je me disais mais en fait ma vie est terminée, je vais m'amochir, je vais vomir pendant toute ma grossesse, je vais plus ressembler à rien, j'aurai plus de vie, je vais faire une dépression, ça va être horrible, bref. Je me suis clairement dit ça au début et en fait, à ma grande surprise, alhamdoulilah, Dieu merci, je vous jure qu'à chaque fois qu'on me demande alors la grossesse, comment ça s'est passé tout, toujours je dis Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, parce que je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est très compliqué, il y a des personnes qui sont carrément alitées et ça peut être horrible, mais comme ça peut être super bien. Et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo, parce qu'on entend très peu de témoignages positifs et du coup j'avais l'impression que c'était impossible d'avoir une grossesse agréable. J'ai trop aimé être enceinte, vraiment c'était trop bien. J'ai pas eu de nausées, j'ai pas eu de vomissements, en fait j'ai eu aucun symptôme désagréable on va dire. J'ai eu un symptôme un petit peu original parce que je savais même pas que c'était un symptôme de grossesse. J'avais des saignements de nez. Quand j'ai demandé à ma sage-femme, du coup, elle m'a dit que c'était normal parce que pendant la grossesse, le corps produit énormément de sang et comme on a les vaisseaux hyper fins et sensibles au niveau du nez, bah forcément, ça s'éclate très facilement. Après, physiquement, franchement, n'ayez pas peur de prendre du poids. Bon, moi, par rapport à ma morphologie, je savais déjà d'avance que j'allais pas prendre énormément de kilos. J'ai pris 10 kilos en tout et en fait, ça se voyait pas que j'étais enceinte sur mon visage parce que j'avais pris quasiment que du ventre. L'allaitement, ça fait perdre énormément de poids. Enfin en tout cas ça facilite, après peut-être que ça dépend des femmes etc. Mais moi ça m'a fait perdre tous mes kilos et carrément ça m'a fait trop maigrir en fait. Je suis actuellement plus maigre que avant de tomber enceinte pour vous dire, c'est catastrophique. Pour celles qui ont suivi sur Instagram, je pense que vous avez vu mes stories, j'ai passé mon été en Malaisie et au Qatar également, c'était juste avant d'accoucher, j'étais à 8 mois de grossesse et en fait j'ai posté mes stories en décalé du coup pour avoir du contenu une fois que j'avais accouché, donc vous les avez pas vues en temps réel les stories, mais tout ça pour vous dire que j'étais tellement au top de ma forme que j'ai pu aller, alhamdoulilah, enfin encore une fois Dieu merci. Bon après ne vous inquiétez pas, j'ai pas été irresponsable dans le sens où j'ai quand même demandé l'autorisation à mon médecin général, à ma sage-femme, même si c'était très short au niveau de la période parce que j'ai vraiment voyagé jusqu'à la date limite à laquelle je n'avais plus le droit de voyager. J'ai pu, Dieu merci, aller en Malaisie. C'est surtout la Malaisie en fait où j'appréhendais un petit peu. Bon encore les îles non, c'est très détente etc. Mais quand même Kuala Lumpur c'est vraiment le rush, tu marches toute la journée, du matin au soir, t'as plein de trucs à visiter. Bien sûr j'ai mis des bas de contention parce que sinon c'est impossible. Mais franchement ça s'est super bien passé. J'étais vraiment au top. Franchement je vous dis la vérité, j'ai trop aimé être enceinte. Quand j'étais aux îles c'était le top du top. J'étais en détente, enfin je me baignais, j'avais des paysages incroyables et en fait on se disait avec mon mari ben c'est notre dernier entre guillemets en voyage en tant que non-parent, enfin je sais pas comment vous dire, en tant que jeune mariée quoi, en tant que jeune couple. En fait ça m'a permis de me détendre avant l'accouchement. Donc voilà, je tenais à vous dire tout ça quand même pour vous rassurer. Oui votre grossesse peut être éprouvante mais elle peut être aussi incroyablement merveilleuse et ne vous comparez pas aux autres. Oui, vous allez écouter les discours des autres pour vous dire que ceci, cela peut arriver, mais ne vous calquez pas au récit des autres.
parce que ça c'est vraiment la pire chose à faire. Après, pour rester autour de l'accouchement, normalement l'hôpital dans lequel vous allez accoucher va organiser des cours préparatoires pour l'accouchement, etc. Au début j'avais des a priori, je me disais que avec TikTok et les réseaux sociaux je connais déjà tout. En plus moi j'ai eu beaucoup de petits frères et sœurs, donc je sais très bien ce que c'est, tout ce qui concerne la maternité en général en fait je connais. Sauf que franchement je vous conseille d'y aller parce que du coup j'ai appris énormément de choses et en plus c'est un moment aussi où vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Franchement des fois il y avait des questions que je voulais poser, j'osais pas trop, etc. Je me disais la honte et tout. Et du coup il y avait toujours une personne dans le groupe au final pour poser la question parce qu'en fait je vous explique, on passe toutes par les mêmes craintes, les mêmes peurs. C'est un moment où on est tellement vulnérable que c'est totalement normal d'être accompagné. Alors on passe maintenant à l'accouchement. Comment est-ce que j'ai vécu mon accouchement? Bah écoutez, bien. Il y a juste un truc que je peux vous conseiller, ne vous projetez pas trop dans un projet de naissance, machin et tout. Si dans votre tête vous tenez absolument votre projet de naissance et vous vous dites que ça va se passer comme ça et pas autrement, vous allez être déçu entre guillemets si ça ne se passe pas comme vous l'avez prévu. Or l'accouchement c'est vraiment l'événement que tu ne peux surtout pas prévoir quoi. De base je m'étais dit que je voulais absolument vivre un accouchement physiologique, pas de péridurale, voilà quoi, ce genre de discours, parce que c'est vrai que on entend souvent que les péridurales ça peut avoir des effets secondaires. Même si vous n'avez pas d'effets secondaires sur le coup, vous pouvez en avoir dans quelques années. Enfin bon bref, du coup moi quand j'entendais des trucs comme ça, franchement je me disais écoute, je préfère souffrir une bonne fois pour toutes, mais pas de péridurale parce que je veux pas impacter ma santé entre guillemets sur un long terme. Vraiment quand je repense à moi qui disais ça, c'est vraiment drôle. On n'a pas toute la même résistance à la douleur, etc. Mais une fois que tu accouches et que tu as connu les douleurs des contractions, c'est là que tu comprends la valeur de la femme et c'est là que tu te dis mais en fait les femmes, je vous jure, on est trop fortes. Vraiment, on fait des choses, j'aime beaucoup les hommes de ma famille, mon mari, mon papa, tout le monde, je vous aime beaucoup. Vous accomplissez des choses aussi que nous-mêmes on ne pourrait pas faire. Attention, je suis pas en train de dire que les femmes sont supérieures aux hommes et tout, je suis pas du tout en train de dire ça. Mais en tout cas, en l'occurrence, par rapport à la grossesse, à l'accouchement, aux douleurs des contractions, je vous jure qu'un homme ne serait pas capable de faire ça. Vraiment, les femmes, on est conditionnées à supporter une douleur, mais c'est inhumain, mais vraiment c'est incroyable. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi qui disais oui je veux pas de péridurale et tout, je peux vous dire que j'ai vite oublié mes principes une fois que j'ai eu mes contractions. C'est très très douloureux, surtout si vous avez un déclenchement, c'est encore pire parce que les déclenchements ne sont pas des contractions naturelles. À chaque fois on demande à des femmes qui ont accouché, est-ce que tu peux décrire les douleurs de la contraction? C'est indescriptible. Pourquoi? Parce que rien ne ressemble à ça en fait. Mais bref, tout ça pour vous dire, voilà, ne vous mettez pas dans la tête oui je vais absolument faire la péridurale ou non je ne vais pas la faire, parce que dans tous les cas il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Parfois vous allez vous dire oh là là impossible, j'accouche sans péridurale, etc. Je veux la péridurale, et au final quand vous arrivez à l'hôpital on vous dit que ce n'est pas possible pour X raisons, parce que bien évidemment il y a des cas dans lesquels c'est plus possible en fait, c'est trop tard pour faire la péridurale. Essayez de ne pas avoir une idée déjà toute faite de votre accouchement. Concernant le postpartum, du coup c'est la dernière partie de cette vidéo. Heureusement en fait que j'ai attendu avant de vous faire cette vidéo, parce que si je vous l'avais faite directement quand je venais d'accoucher, je vous aurais dit waouh le postpartum trop facile, franchement tout le monde en fait un pataquès et c'est bien, c'est le top, je me sens bien, etc. Sauf que maintenant j'ai le recul, j'ai accouché il y a 3 mois et demi on va dire. Je suis consciente de certaines choses que je ne réalisais pas sur le moment. Je sais pas trop comment vous expliquer. En fait c'est ça qui est compliqué avec le postpartum, c'est que ça part dans tous les sens. C'est une période en fait pendant laquelle votre cerveau est en ébullition mais vous vous en rendez pas forcément compte, et même il y a des personnes qui font des dépressions postpartum mais qui s'en rendent pas forcément compte sur le coup. Pour être honnête avec vous et transparente, et je sais que entre femmes on ne se juge pas sur ce genre de choses parce qu'on passe toutes par là, enfin beaucoup passent par là, donc on peut comprendre un minimum. Il y a des moments pendant mon postpartum où je me disais, d'ailleurs je suis encore en postpartum en réalité, parce qu'on dit que le postpartum dure jusqu'aux 2 ans de l'enfant, donc en réalité je suis encore en postpartum, mais je suis plus au tout début, donc ça va, je peux un petit peu prendre du recul sur certaines choses. C'est vrai qu'il y a eu des moments où je me disais mais en fait c'est trop injuste d'être une femme. Enfin c'est horrible de se dire ça peut-être. Pourquoi c'est à nous de souffrir? Pourquoi c'est à nous d'endurer tout ça? Pourquoi? J'avais ce sentiment d'injustice où je trouvais que c'était trop bien d'être un homme. Et je voyais mon mari et je me disais mais la chance quoi. C'est pour ça qu'aussi il y a ce qu'on appelle le baby clash. Bon nous on l'a pas eu, Dieu merci, parce qu'on est très dans la communication. On essaye vraiment le plus possible de parler à chaque fois qu'on a un petit, même pas forcément un souci, mais voilà quelque chose qui nous dérange un petit peu. On a ce réflexe de se dire bon voilà, je voulais te parler de quelque chose, j'ai ça
ça qui me dérange, comment est-ce qu'on peut y remédier. Donc forcément ça aide pendant le postpartum, c'est très important de communiquer, discuter un maximum même avant d'accoucher. Nous on faisait beaucoup ça, avant mon accouchement on discutait énormément sur l'après en fait, comment est-ce que ça allait se passer, ce qu'on appréhendait, mais dans l'ensemble de toute façon vous allez apprendre sur le tas en fait. Dites-vous que moi pourtant comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas mal de frères et sœurs, j'ai 4 frères et une sœur, mais ils sont tous plus petits que moi donc voilà, j'ai l'habitude on va dire avec les bébés. Je pensais que j'avais l'habitude plutôt, mais en fait ça n'a rien à voir quand c'est toi le parent, ça n'a strictement rien à voir. Là si vous avez 10 frères et sœurs et que vous pensez gérer parfaitement, ce n'est pas la même chose. Ou bien sûr que vous allez avoir des facilités sur certains points, mais vous n'allez pas vivre les choses de la même façon et c'est totalement logique. Pour en revenir au postpartum, donc physiquement j'ai mis du temps à m'en remettre, je vous dis la vérité. Après c'est un petit peu de ma faute, je vais vous expliquer après pourquoi en vous donnant quelques conseils. J'ai mis plus de 40 jours avant de sortir. À part pour ce qui est impératif, on a eu 1 ou 2 rendez-vous, donc on a dû sortir. Mais sinon, plus de 40 jours, je suis pas du tout sortie de la maison. Après, émotionnellement, c'est très bizarre à expliquer encore une fois, mais là, je vais vous parler d'un autre aspect. Là, je vais vous parler vraiment du niveau affectif avec mon enfant. J'ai parlé avec des mères, d'ailleurs, petite parenthèse, qui ont vécu la même chose que moi, et ça m'a rassurée parce que, en fait, dans ce que je vais vous dire, peut-être que vous allez vous dire, ouais, elle est horrible celle-là. Je culpabilisais au début d'avoir ressenti ces choses-là, et en fait, c'est normal, enfin, c'est pas pour tout le monde, mais ça arrive, donc voilà, je vais vous raconter du coup. Donc il s'avère que quand j'ai accouché, en fait au début, j'avais un sentiment de devoir. Donc j'avais ce truc où je me disais, je dois le protéger, je dois le nourrir, je dois veiller sur lui, je dois faire en sorte qu'il ne manque de rien, qu'il soit propre. Mais j'avais pas ce sentiment d'amour inconditionnel qu'un parent devrait avoir envers son enfant. Je sais pas trop comment expliquer en fait, je sais pas. Ce sentiment là d'amour de c'est mon enfant, je l'aime trop, je meurs pour lui, et ben ça je l'ai eu bien après. J'ai culpabilisé au début, je vous mens pas, et j'en ai presque pas parlé autour de moi parce que je me disais que c'était pas normal de ressentir ça. Et récemment j'ai pu en fait en parler avec une maman qui m'a beaucoup rassurée. En fait elle a vécu exactement la même chose que moi. Du coup je me suis dit ok, c'était juste une mauvaise passe, c'était juste en fait les hormones. Bon, peut-être pas que les hormones, il y a autre chose aussi qui a peut-être joué. C'est une hypothèse que... Enfin c'est une analyse que j'ai faite, donc dites-moi ce que vous en pensez. Il faut savoir que chez nous, les maghrébins, dans notre culture, quand tu accouches en fait, c'est directement très animé. Dès l'hôpital, on vient te rendre visite, on t'apporte à manger, on s'occupe de toi, etc. En fait, il y a des personnes qui viennent pour s'occuper de toi, il y a aussi des personnes qui viennent te rendre visite. Il y a 2 catégories. Là, vraiment, je parle pas de mes proches, et en plus, je parle pas forcément de moi, je parle en général de ce que j'ai vu autour de moi, etc. Quand c'est trop proche de l'accouchement, tu n'es pas en mesure d'assumer qu'on te rende visite. Et encore une fois, je différencie parce qu'il y a des personnes qui vont te rendre visite pour t'aider, ta mère, ta belle-mère, vraiment les proches. Et il y a des personnes qui viennent pour voir le bébé. C'est trop mignon, il n'y a pas de souci, attention, j'ai pas envie qu'on me catégorise de personnes aigries. Mais c'est vrai que du coup, quand il y a des personnes qui viennent te rendre visite pour voir ton bébé, ben du coup, tu dois faire le ménage avant, faire le ménage après, tu dois préparer du thé, du café, enfin vous savez comment on accueille chez nous. C'est vraiment déballer la table quoi, vous voyez, c'est normal, on ne peut pas accueillir avec un verre d'eau. C'est impossible, c'est pas du tout dans notre culture, c'est pas du tout même un petit verre de jus et tout, ça n'existe pas quoi. Et du coup je me suis dit que le fait qu'il y ait tout le temps du monde à la maison, peut-être que ça a joué sur le fait que j'avais du mal à créer une connexion avec mon bébé, dans le sens où je me suis très peu retrouvée toute seule avec lui en fait au début. Je le nourrissais, il dormait directement et je le posais et j'allais faire ce que j'avais à faire. Et en fait malheureusement j'ai beaucoup de mal à déléguer. Je suis très têtue, j'aime pas quand les choses sont faites pas comme je veux. Je sais pas comment vous expliquer. Moi je sais que je suis un peu psychopathe sur le ménage, il y a des petits détails que je fais que pas tout le monde fait forcément, ou peut-être que moi je fais pas des choses que d'autres font, enfin bref. Et en fait tellement que je voulais que ce soit bien fait comme moi je veux, du coup je me suis jamais reposée en fait, parce que justement il y avait tout le temps quelque chose à faire. Et moi le truc qu'on m'a dit et que j'ai pas écouté, on m'a dit de pas porter de charge lourde, etc. Et j'étais là, je soulevais les chaises, je les mettais sur la table, je passais la serpillière, je me baissais comme pas possible pour passer en dessous de mon canapé, enfin bon bref. Et ça avec du recul je le regrette énormément parce que je suis persuadée que c'est ça qui a joué sur le fait que j'ai mis beaucoup de temps à reprendre mon état physique. Il arrivait parfois le soir, j'avais tellement bougé, je m'étais tellement pas arrêtée. En plus quand tu allaites, bah ça te demande énormément d'énergie. Du coup le soir, parfois je marchais plus. Je n'étais plus capable de marcher. Déjà de une, essayer de déléguer au maximum, essayer de lâcher prise sur tout ce qui est ménage, linge, repassage, etc. Franchement, le ménage ne va pas s'échapper. Donc dans tous les cas, ce qu'il faut faire sera fait un jour ou l'autre. Si c'est pas vous,
et que c'est votre conjoint qui le fait ou votre maman ou votre belle-maman et que c'est pas fait comme vous le voulez, c'est pas grave. Après, une autre chose aussi, si vous n'êtes pas dans la capacité physique et émotionnelle de recevoir du monde, franchement, mettez un stop. Dites-le gentiment, bien évidemment. Refusez les visites, n'ayez pas honte de le faire et reportez-les. Par exemple, vous dites à la personne, bah écoute, cette semaine-là, je peux pas, je me sens vraiment pas bien, vous dites la vérité, hein, de toute façon, c'est humain, tout le monde passe par là. Je me sens pas bien, est-ce que s'il te plaît, ça ne te dérangerait pas de venir la semaine prochaine, par exemple? Je sais que chez nous, ça ne se fait pas de faire ça, mais je trouve ça regrettable en fait que ce soit mal vu parce que c'est normal. Ton corps a créé un humain, tu as besoin d'un minimum de repos. Concernant le postpartum aussi, il y a une chose que je voulais absolument aborder parce que sur ça aussi j'avais des a priori, je me suis complètement trompée. Avant d'accoucher, je m'étais conditionnée à ne plus dormir après mon accouchement. Je m'étais dit dans ma tête, c'est sûr, je vais plus dormir, les bébés ne font pas leur nuit en général, il y a les coliques, il y a ceci, il y a cela, donc voilà, en gros je vais souffrir. Au début, donc on va dire jusqu'à ces 3 semaines, il ne faisait pas du tout ses nuits, chose qui est normale dans le sens où il demande à beaucoup manger parce qu'il est en train de grandir, etc. Mais dépassé 3 semaines, en fait, j'ai commencé à pratiquer l'emmaillotage. Chez nous, on le fait beaucoup au Maghreb et dans toute l'Afrique en général, en fait, on pratique l'emmaillotage. Les bébés ont ce qu'on appelle le réflexe de Monro. Vous savez, nous, quand on a l'impression de tomber dans le vide et on se réveille d'un coup, bah eux, ils ont un petit peu ça parce que dites-vous que pendant 9 mois, ils ont été habitués à être blottis dans votre ventre. Là, ça fait un peu vide d'un coup. Du coup, ils ont ce truc où ils vont se réveiller en sursautant un petit peu. L'emmaillotage va justement leur permettre de se sentir blottis un petit peu. Ça va leur rappeler quand ils étaient dans le ventre. Donc, ils seront plus apaisés. Donc, ils vont mieux dormir. Ils se couchaient vers 22h à peu près. Ils se réveillaient vers 3-4h du matin pour manger. 3h, on va dire. Et ils finissaient sa nuit. Donc, ils se réveillaient qu'une seule fois. Et après, ils se réveillaient le matin vers peut-être 8h, un truc comme ça. Mais il faut savoir qu'après, même quand on faisait des grasses matinées, ils faisaient des grasses matinées avec nous. J'ai vu la différence quand, par exemple, je sais pas, il s'endormait et que j'avais pas envie de le réveiller pour l'emmailloter. Et ben en fait, il se réveillait directement, quoi. Il avait même lui pris l'habitude d'être emmailloté puisque ça l'apaisait. Il dormait beaucoup mieux avec ça. Après, là, je le fais plus parce que ça y est, il a grandi, il bouge et ça peut être dangereux de l'emmailloter quand il commence un petit peu à tourner et tout parce qu'il peut s'étouffer. Mais quand ils sont vraiment tout bébés, qu'ils ne bougent pas, franchement, faites-le, ça va sauver vos nuits, quoi. Dieu merci, encore une fois, il n'a pas du tout eu de colique. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, un bébé facile, même si j'aime pas dire ça parce que chaque bébé est différent. Il n'y a pas de bébé facile ou difficile, mais c'est ce qu'on appelle dans le langage commun un bébé facile, c'est ce que les gens me disaient, etc. quand on voyait mon bébé. Et ça joue énormément sur le moral, et ça, j'en suis bien consciente. Donc c'est pour ça que Dieu merci, alhamdoulilah, merci mon Dieu. Enfin bref, en vérité, il y a beaucoup de choses à dire sur ces sujets, sur la maternité en général. Je sais qu'une vidéo ne va pas suffire, donc n'hésitez pas à me faire des suggestions. De toute façon, moi-même j'ai déjà noté des idées de mon côté. Je vais vous faire des petites vidéos voilà, qui moi-même m'auraient aidé pendant ma grossesse parce que c'est vrai qu'on se jette un petit peu comme ça dans la nature, on sait pas trop à quoi s'attendre. Donc j'ai déjà prévu quelques petites vidéos. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.